Bon, alors on a maintenant une bonne demi-heure, éventuellement un peu plus, si besoin est, pour discuter les interventions de cette matinée. Je veux bien lancer la discussion, si vous le voulez bien, même si je sais que Patrick Boucheron a aussi en réserve quelques questions. Moi, je vais commencer par les questions gentilles. Non, d'abord, je voudrais remercier nos trois intervenants de la matinée. Ces trois belles communications qui, effectivement, avec beaucoup de renvois les unes aux autres, et qui posent beaucoup de questions. Il y en a une, peut-être que pour l'instant, simplement, je voudrais mettre sur la table, qui est une question tellement énorme qu'on ne répondra pas forcément tout de suite, mais qui, à mon avis, va nous accompagner, qui est la question soulevée par Emmanuel Tixier-Duménil sur la question du rapport aux politiques, parce qu'il y a cette question du rapport entre lumière, empire, et puis fragmentation étatique. Dans l'historiographie du XVIIIe siècle, on identifie, souvent on associe les Lumières à la spécificité justement européenne d'un moment post-impérial de l'émergence des États-nations, et évidemment avec le monde musulman, en tout cas avec le monde de cette époque, on a une question là qui était à la fois impériale, l'importance ici d'un horizon impérial, mais aussi la fragmentation à partir du XIe siècle, et donc peut-être qu'on retrouve quelque chose. Et donc il y a, je pense, quelque chose ça m'a amené à réfléchir à cette question du lien entre structure étatique, dynamique étatique, de centralisation impériale ou de fragmentation étatique, dans le rapport justement aux Lumières et à cette circulation du savoir. Donc voilà, c'est une question très, très large, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et là, la question que je voudrais poser aux intervenants, elle renvoie au fond à cette question du rapport. Les Lumières sont prises entre une définition très individualiste, l'autonomie des individus, poussée à la limite, c'est effectivement chez Ibn Tufayl le modèle de l'accès à la raison et à l'intellect dans le rapport à la nature, dans l'isolement. Et donc là, on a vraiment une sorte d'individualisme de la rationalité, de l'autonomie poussée à l'extrême. Et puis de l'autre côté, en fond, on voit très bien que les Lumières sont toujours aussi organisées à partir de communautés. Et donc, les Lumières, ce n'est pas juste l'individu et sa rationalité, ce sont des communautés à la fois culturelles, linguistiques, articulées à des traditions. Et alors, il y a une question qui est revenue à plusieurs reprises, et ce sera ma question, c'est sur la manière dont les Juifs modernes construisent effectivement ce rapport à la fois à la tradition, au rationalisme juif médiéval, notamment à Maïmonide, et puis, on l'a vu, à leur rôle de créateur d'un imaginaire, d'un mythe d'Al-Andalus. Et tous les trois, vous avez insisté sur le rôle d'une série d'auteurs qui sont en fait des auteurs allemands, notamment Graetz. Et alors, du coup, je me suis posé cette question, est-ce qu'on trouve des équivalents de cette idéalisation d'Al-Andalus comme moment de tolérance particulière et donc particulièrement accueillante aux Juifs chez des auteurs français du XIXe siècle, ou est-ce qu'au contraire, ça renvoie à une structure qui est justement d'opposition entre un modèle qui est le modèle de l'émancipation de 89, c'est-à-dire effectivement d'un modèle où la modernité des Juifs, des Lumières, passe par l'intégration à la citoyenneté politique sur un mode individuel, et un modèle qui serait plutôt effectivement un modèle germanique où ce rapport à la modernité, à la Haskalah, peut-être tirant autant du côté du romantisme que des Lumières, s'inscrit dans une pensée, s'inscrit dans un modèle qui est celui de communautés linguistiques, religieuses, fondées sur la tradition, à l'intérieur d'un monde qui reste un monde quand même impérial. Voilà, donc ça serait... est-ce que de ce point de vue-là, on a deux modèles, ou peut-être que je me trompe complètement et qu'on a le même imaginaire idéalisé d'Al-Andalus chez des auteurs, disons, du judaïsme républicain, émancipé français du 19e? Oui. Alors, je dois avouer mon incompétence pour répondre à cette question. J'aurais tendance à penser, mais
peut-être que je me trompe complètement, que il y a une différence, il y a, disons, une autre différence entre le franco-judaïsme à la française et la Haskalah qui provient de l'Aufklärung allemande, qui est aussi le rapport à la langue et le rapport à l'histoire. C'est que les penseurs juifs modernes qui écrivent en France écrivent beaucoup en français, et je pense qu'ils se sont moins intéressés en fait au Moyen-Âge, aux sources médiévales. Je veux dire, tous les auteurs dont j'ai parlé sont des auteurs soit d'Allemagne, soit d'Europe de l'Est. Il n'y a pas de français dans le lot. Et je ne crois pas que ce type de réappropriation du Moyen-Âge ait été tellement important pour les Juifs français. Il y a peut-être plus des choses qui ont à voir avec le fait de s'intéresser au prophétisme, de chercher des espèces d'échos entre ce que les Juifs français ont l'impression de vivre au moment de la Révolution et les grandes prophéties bibliques, que de chercher cette espèce d'ancrage médiéval vis-à-vis duquel, en fait, les Juifs français ont plutôt très brutalement rompu. Mais je peux dire que ça tient aussi sans doute à la configuration de la communauté juive française au moment de la Révolution. Et enfin, j'aurais tendance à penser qu'il y a que ce qui est déterminant dans ce rapport particulier avec le Moyen-Âge, c'est le fait, effectivement, d'être inscrit dans une forme de continuité, de tradition par rapport à ces textes-là, ou par rapport à des textes qui sont contigus, disons, à ces textes-là, qui font que si vous étudiez, si vous avez grandi dans un milieu où vous étudiez la Bible et le Talmud, vous êtes quand même, en fait, pas très loin du Guide des Égarés. Vous avez pu étudier d'autres textes de Maïmonide qui comportent des parties philosophiques et qui sont des textes de Halacha, je pense au Mishneh Torah, sa codification halachique. Et c'est pas très loin, quoi, le corpus philosophique. Et d'ailleurs, la principale victime de cette manière de voir l'histoire, c'est la notion même de renaissance. C'est assez frappant à t'entendre. Ça n'a pas de place dans la pensée juive. Oui, alors je ne sais pas si ça n'a pas de place, mais en tout cas, ça n'a pas eu lieu. Ça, c'est... Voilà. Alors, Katz va plus loin que ça. Lui, il dit que c'est carrément... il est dans cette ligne selon laquelle le christianisme, par son principe même, intègre la dimension de la sécularisation. Et la Renaissance, c'est finalement, de ce point de vue-là, qu'une forme de continuation naturelle, quoi. Alors que la stratégie juive, disons, pour continuer à exister, ça consiste à précisément vivre dans le monde du sacré, on pourrait dire. Et donc, si on veut rentrer dans un monde sécularisé, ça se fait sans transition. Pour répondre très rapidement aux questions d'Antoine Lilti, cette glorification, on va dire, d'Al-Andalus commence dès les Lumières françaises, mais indirectement, c'est-à-dire que c'est la critique de la monarchie catholique espagnole qui se serait privée du progrès en expulsant les Juifs puis les Morisques. On retrouve cette version-là dans l'article Espagne de l'Encyclopédie, qui est un véritable brûlot contre l'Espagne, qu'il y a indirectement une célébration de ce qui avait lieu avant, tant d'ailleurs dans l'Espagne chrétienne que dans l'Espagne musulmane, mais avant le XIVe siècle. Donc c'est indirect. Au XIXe, il y a très très peu de choses en France, très très peu de choses. Il y a en revanche une pensée importante formulée en français, mais par un Hollandais, qui est Reinhard Dösi, qui est le père des études andalouses, qui écrit dans les années 1860. Mais ce qui est important, c'est un descendant d'huguenots français. Et donc pour lui, c'est important aussi de dire que les souverains, quand ils sont éclairés, se fichent de la religion et que les Omeyyades ont été précisément des souverains qui ont donné une impulsion scientifique parce qu'ils se contrefichaient de la religion. Et ça, donc c'est écrit en français, mais ce n'est pas véritablement un auteur français. Pour revenir à ton autre question sur les conditions effectives de l'impulsion politique, il est évident qu'au Moyen-Âge et surtout en ce début du Moyen-Âge,
il faut quand même avoir une espèce d'amplitude territoriale en termes de domination pour pouvoir tomber à la fois sur les textes de la Perse, sur les textes de la Grèce, pour pouvoir les croiser, pour pouvoir les... Ça, c'est la première condition objective. La seconde, c'est qu'il faut une impulsion véritablement de l'État pour payer des gens à faire ça. Et sur les diwans, les registres, on a parfois les mentions très concrètes de ce que les gens étaient payés, hein, notamment à Cordoue. Alors, on n'a pas d'archives qui nous sont parvenues directement. Ce sont toujours des consignations qu'on retrouve dans les chroniques. Mais quand elles sont répétées au fil des textes, bon, ça donne aussi une certaine consistance. Et certains de ces intellectuels, entre guillemets, arrivaient juste après les vizirs, hein, dans les listes des rétributions. Donc, ce n'était pas du tout anodin. Donc, il faut déjà des conditions territoriales, il faut la volonté de concurrencer véritablement Rome, et il faut également une volonté politique et une puissance économique qui permet d'attirer quand même des gens qui partent de Bagdad ou d'ailleurs et qui vont venir s'installer en Al-Andalus, qui est quand même vraiment une terre très, très éloignée. Et ce que tu dis, si ça je peux me permettre, est peut-être généralisable, puisque au fond... on entendait, ce qui était quand même sans doute sous conversation, la référence dominante dans ce que tu as dit, Léo Strauss, c'est-à-dire la volonté de retourner le geste moderne. Et dès lors, moi, je m'interrogeais sur cette matinée, est-ce qu'on allait osciller entre, on va dire, la généalogie et l'archéologie? La généalogie, c'est facile, puisque effectivement, ces lignées de penseurs vont s'inventer des devanciers. L'archéologie, c'est plus... effectivement, à l'archéologie philosophique, comme tu l'amènes, au fond. C'est d'une certaine manière aussi naturel dans notre tradition de pensée. Mais là, ce que suggère Antoine, c'est peut-être, au fond, une sorte de grammaire comparée des expériences politiques qui rendent possible et pensable non seulement, effectivement, l'émancipation et les quelques traits distinctifs qui nous font caractériser aujourd'hui les Lumières, mais l'opération historiographique, y compris à rebours, qui permettent de les identifier. Et ça, effectivement, ça me paraît très éclairant, hein, du point de vue de... Oui, c'est ça, d'une grammaire comparée qui rend possible cette catégorie de Lumière. Alors, dans ce débat très historique, entre historiens, il y a tout de même peut-être des choses à repréciser sur la question de l'individualisme. Bon, Ibn Tufayl, Emmanuel l'a très bien dit, le XIIe siècle, la deuxième partie du XIIe siècle, c'est tout de même une crispation pour l'Empire, une crispation épouvantable de la dynastie almohade qui précisément chasse et est très rigoriste. Maïmonide fuit, le Cordoue va à Éphèse, il est encore chassé jusqu'à partir au Caire. Donc il y a tout de même cette crispation politique qui fait que souvent les philosophes se remettent dans une forme d'intériorité et de séparation. Le cas d'Ibn Tufayl est notamment, Ibn Tufayl, il est quand même lui-même médecin du calife. Alors comment on est médecin tout en étant bien sûr en retrait par rapport à cette rigueur forte? Il bataille sur plusieurs fronts, il bataille pour faire une place à la philosophie par rapport à ce qui s'enseigne, à savoir les fondements de la religion, les fondements du droit, les deux grandes disciplines dans les médersas. Et cette expérience de pensée qu'il fait, ce n'est pas pour marquer une sortie individualiste à mon sens, puisque cet enfant est complètement immergé dans la nature et complètement avec les autres animaux. Et donc c'est une éducation avec les autres animaux pour casser déjà philosophiquement une idée forte, c'est que la parole n'est pas exclusivement donnée à l'être humain. La parole, elle est donnée de manière communicative pour s'adapter à tous les animaux, et il apprend un langage avec la gazelle. Il est socialisé, si je puis dire, dans la nature. Ce n'est pas une sortie individuelle, et à la fin, la rencontre humaine dit, mais dès lors qu'on a ce langage extraordinaire qui est l'usage commun entre les hommes, pourquoi as-tu quitté le continent? Il faut absolument que moi j'aille m'adresser aux autres. Et c'est plus l'échec, non pas
du philosophe en société que de la transmission de la philosophie, puisqu'il fait le retour sur le continent, il essaye de convaincre les gens avec l'autre, donc il lui sert de médiation à Salles, et tous les deux sont finalement convaincus qu'ils vont se retirer sur l'île pour méditer, compte tenu de l'échec de la transmission de la philosophie, mais pas tant de l'échec d'être en société, me semble-t-il. Je pense que cette dialectique de l'engagement vers les autres, notamment dans la transmission de la philosophie, et de la tentation du retrait, critique, je pense que c'est une dialectique qui est au cœur, au fond, de la position même du savant ou de philosophe des Lumières, et je pense que c'est un trait qu'on retrouverait avec des configurations différentes dans beaucoup de situations, justement, qui permettraient de comprendre un peu différemment la manière dont ces savants pensent leur rapport au monde.